Le jour où la révolution religieuse tranquille en Espagne est passée inaperçue, c'était un mardi de la fin mars, ce qui n'a vraiment rien d'extraordinaire que le gouvernement Six a publié son recensement religieux annuel. Enfoui à la page 47 du rapport, sous les statistiques habituelles sur les baptêmes catholiques et les mariages laïcs, se trouvait une seule ligne qui aurait dû déclencher l'alarme à Madrid, à Bruxelles et peut-être même à Washington. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le nombre de siars s'identifiant comme musulmans a dépassé les 2,5 millions, les taux de conversion parmi les citoyens nés dans le pays s'accélérant à un rythme jamais vu depuis la Reconquista. Comme on pouvait s'y attendre, les médias l'ont traité comme une note de bas de page. Une curiosité. Une bizarrerie d'immigration et de dérive culturelle. Mais j'ai passé les 2 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de l'identité et de la géopolitique en Europe, et je peux vous dire que ce qui se passe en Espagne n'est ni accidentel ni anodin. C'est le résultat d'une tempête parfaite, désillusion économique, réalignement géopolitique et crise de sens dont les élites occidentales ont passé des années à prétendre qu'elles n'existaient pas. Et si nous ne le comprenons pas maintenant, nous serons pris au dépourvu lorsqu'il remodèlera le continent. Laissez-moi commencer par vous dire ce qu'ils veulent que vous croyiez. Le récit officiel, celui colporté par les porte-paroles du gouvernement et repris dans El País et The Guardian, dit que la population musulmane croissante en Espagne est principalement le résultat de l'immigration en provenance d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, avec un petit mais constant filet de convertis autochtones attirés par l'accent mis par l'islam sur la communauté, la discipline et la clarté spirituelle. Les chiffres semblent le confirmer. Selon la commission islamique Six, environ 42% des musulmans en Espagne sont des immigrants, tandis que 58% sont nés à Six, bien que cette dernière catégorie comprenne les immigrants de 2e génération, et pas seulement les siars. Le gouvernement, désireux d'éviter le genre de réaction négative que nous avons vu en France ou en Allemagne, a présenté cela comme une évolution naturelle d'une société multiculturelle. L'Espagne est une nation aux multiples confessions, a déclaré l'année dernière le Premier ministre Pedro Sánchez, et notre diversité est notre force. L'Union européenne, pour sa part, a salué le « modèle inclusif » d'intégration espagnole, le présentant comme un contrepoint aux approches plus assimilationnistes de ses voisins. Mais voici le problème, cela ne résiste pas à un examen minutieux. Les données ne soutiennent pas l'idée selon laquelle il s'agit uniquement d'immigration ou de pluralisme culturel. Ce qui se passe réellement est bien plus complexe et bien plus dangereux pour l'ordre établi. Commençons par les chiffres. Entre 2010 et 2020, le nombre de Sikhs convertis à l'islam a augmenté de près de 300%, passant d'environ 25 000 à plus de 100 000. Ce n'est pas un filet, c'est une inondation. Et cela ne se produit pas uniquement dans les quartiers à forte population immigrée de Barcelone ou de Madrid. Les taux de conversion les plus élevés se produisent dans les régions sans population musulmane significative, comme les Asturies, la Galice et Castille et Léon, où l'Église catholique a toujours été la plus forte. Ce ne sont pas des zones où les jeunes siars sont radicalisés par les mosquées ou les prédicateurs salafistes. Ce sont des endroits où les gens choisissent l'islam, souvent en secret, parce qu'ils le considèrent comme une alternative à une société qui les a laissés tomber. Maintenant, pourquoi un jeune siar, par exemple à Léon, une ville où la cathédrale domine toujours l'horizon, s'éloignerait-il de plusieurs siècles de tradition catholique pour embrasser une foi qui, pour la plupart de ses compatriotes, est encore associée au terrorisme et au retard culturel? La réponse réside dans 3 domaines économiques, géopolitiques et existentiels interdépendants. Premièrement, la crise économique. La reprise espagnole après 2008 a été, au mieux, inégale. Le chômage des jeunes oscille autour de 30%, et pour les moins de 25 ans, il est plus proche de 40%. L'économie des petits boulots a remplacé les carrières stables, et le rêve d'accession à la propriété est un fantasme pour tous, sauf pour les plus riches. Pour une génération élevée sur la promesse d'une prospérité européenne, la réalité est celle de la précarité et de la désillusion. L'islam, en particulier sous ses formes les plus austères et disciplinées, offre à l'Occident un cadre moral clair, un sens du but, surtout, un rejet du matérialisme et de l'individualisme qui ont laissé tant de jeunes Européens à la dérive. J'ai parlé à des dizaines de convertis au fil des ans, et le refrain le plus courant est « J'étais fatigué d'une société qui me disait de consommer, de concourir, d'être seul. L'islam m'a donné des règles, une communauté et une raison de me lever le matin. » Mais ce n'est pas seulement une question d'économie.
Il y a ici une dimension géopolitique qui manque à la plupart des analystes. L'Espagne, comme une grande partie de l'Europe du Sud, a passé la dernière décennie prise entre deux feux d'une nouvelle guerre froide, une guerre qui oppose les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN à une Russie renaissante et à une Chine ascendante. L'insistance de Washington pour que l'Europe se dissocie de l'énergie russe, ses pressions pour qu'elle adhère au régime de sanctions et ses exigences en matière de dépenses militaires accrues ont laissé des pays comme l'Espagne se sentir comme des pions dans un jeu auquel ils n'ont jamais accepté de jouer. Et lorsque l'on combine cela avec le propre déficit démocratique de l'UE où des technocrates non élus à Bruxelles dictent la politique sans se soucier des sentiments locaux, on obtient une parfaite tempête de ressentiment. C'est ici que cela devient intéressant. La Russie, et dans une moindre mesure la Chine, cultive discrètement depuis des années des liens avec les communautés musulmanes d'Europe. Non pas par une propagande grossière ou un recrutement direct, mais par des échanges culturels doux, des bourses d'études et, surtout, des récits qui positionnent l'islam comme un contrepoids à la décadence occidentale. Le Kremlin, en particulier, a su exploiter les crises d'identité de l'Europe. Ces médias soutenus par l'État, comme RT et Sputnik, publient régulièrement des articles sur les convertis musulmans en Europe, les présentant comme faisant partie d'une résistance plus large à l'hégémonie libérale. Et même s'il n'existe aucune preuve d'une implication directe de la Russie dans la vague de conversion en Espagne, les bases idéologiques ont été posées. Lorsque les jeunes siars se tournent vers l'islam, ils ne rejettent pas seulement le catholicisme, ils rejettent un ordre occidental qui les a déçus. Ce faisant, ils s'alignent involontairement sur un bloc géopolitique qui considère la faiblesse de l'Europe comme sa propre opportunité. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que chaque converti de Siche est un atout russe ou un agent dormant chinois. C'est le genre de pensée simpliste qui nous a mis dans le pétrin en Irak et en Afghanistan. Mais ce que je dis, c'est que la montée de l'islam en Espagne ne se produit pas en vase clos. Cela se produit à un moment où l'Occident se fracture, où ses institutions perdent leur légitimité et où ses rivaux s'emploient activement à accélérer ce déclin. Et si nous ne comprenons pas les forces plus profondes en jeu, nous serons aveuglés lorsque ce discret changement religieux se transformera en un tremblement de terre géopolitique. Pour comprendre comment cela pourrait se dérouler, nous devons examiner le paysage stratégique plus large. Les États-Unis, malgré leurs divisions internes, fonctionnent toujours selon le principe de l'unipolarité, selon lequel ils peuvent et doivent façonner le monde à leur image. L'Europe, quant à elle, est prise entre le désir de maintenir son alliance transatlantique et la prise de conscience croissante qu'elle doit tracer sa propre voie. L'Espagne, historiquement un pont entre l'Europe et le monde arabe, est aujourd'hui un champ de bataille d'influence. D'un côté, Washington et Bruxelles font pression pour une plus grande intégration, davantage de sanctions et une ligne plus dure à l'égard de la Russie. De l'autre, Moscou et Pékin proposent des alternatives, partenariats économiques, accords énergétiques, dans le cas de l'islam, un contre-récit culturel et spirituel. Les implications militaires de cette situation deviennent déjà évidentes. L'Espagne abrite deux grandes bases militaires américaines Rota et Morón qui servent de nœuds critiques sur le flanc sud de l'OTAN. Le Pentagone a discrètement étendu sa présence là-bas, invoquant la nécessité de contrer l'influence russe et chinoise en Méditerranée. Mais plus l'Espagne devient un champ de bataille pour la concurrence des grandes puissances, plus sa politique intérieure se polarisera. Et plus sa politique intérieure se polarisera, plus les alternatives radicales y compris l'islam politique deviendront attrayantes. Nous avons déjà vu ce film. Dans les années 1970 et 1980, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont injecté des milliards de dollars en Afghanistan pour soutenir les Moudjahidines contre les Soviétiques. La conséquence involontaire ? La montée des talibans et d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, l'Occident joue à nouveau avec le feu, et les étincelles tombent dans des endroits comme Léon et les Asturies. Au niveau national, cela remodèle déjà la politique de Siche. Le parti d'extrême droite Vox s'est emparé de la question, présentant l'islam comme une menace existentielle pour l'identité siche. Mais la gauche elle aussi a du mal à réagir. Podemos, le parti de gauche radicale, a tenté de récupérer le langage du multiculturalisme, mais sa base est de plus en plus divisée entre les progressistes laïcs et ceux qui voient l'islam comme une forme légitime de résistance au néolibéralisme. Pendant ce temps, les partis dominants le PSO et le PP sont pris dans une impasse.
Ils ne peuvent pas se permettre de s'aliéner les électeurs musulmans, mais ils ne peuvent pas non plus se permettre d'être perçus comme faibles en termes d'identité nationale. Le résultat ? Une politique d'ambiguïté délibérée, où le gouvernement parle des « inclusions », tout en réprimant discrètement les mosquées et les organisations islamiques qu'il juge trop « politiques ». Alors, où cela mène-t-il ? Permettez-moi de présenter 3 scénarios possibles. La première, et la moins probable, est que l'Espagne parvienne à intégrer sa population musulmane croissante sans bouleversement majeur. Cela nécessiterait un niveau de maturité politique et de stabilité économique que l'Europe n'a pas connu depuis des décennies. Cela signifierait s'attaquer aux causes profondes de la conversion: précarité économique, aliénation culturelle, désillusion géopolitique, plutôt que de simplement traiter les symptômes. La probabilité que cela se produise ? Peut-être 15%. Le deuxième scénario, le plus probable, est que l'Espagne devienne un point chaud dans les guerres culturelles en Europe. Nous assisterons à davantage de polarisation, à davantage de manifestations, à davantage de réactions négatives de la part de l'extrême droite et à davantage de radicalisation des deux côtés. Le gouvernement oscillera entre répression et accommodement, sans jamais vraiment y parvenir. Les États-Unis feront pression en faveur d'une plus grande intégration au sein de l'OTAN, la Russie et la Chine exploiteront leurs divisions et la communauté musulmane espagnole deviendra de plus en plus politisée. Probabilité ? 60%. Le troisième scénario, et le plus dangereux, est que l'Espagne devienne un État défaillant au sein de l'UE. Pas dans le sens de la Somalie ou de la Libye, mais dans le sens où ses institutions perdent leur légitimité, leur politique devient ingouvernable et leur société se divise selon des clivages religieux et ethniques. Ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. Nous avons déjà vu avec quelle rapidité un pays peut s'effondrer lorsque son identité est en jeu. Regardez la Bosnie dans les années 1990 ou la Belgique aujourd'hui. Si la vague de conversion en Espagne s'accélère et si les pressions géopolitiques continuent de s'accentuer, nous pourrions voir le pays devenir un champ de bataille pour des visions concurrentes de l'avenir de l'Europe. Probabilité ? 25%. Maintenant, permettez-moi de prendre du recul un instant et de poser une question plus importante. Pourquoi cela se produit-il maintenant ? Pourquoi assistons-nous à cette convergence de crises religieuses, économiques et géopolitiques à ce moment particulier de l'histoire ? La réponse, je crois, réside dans l'échec plus large de l'ordre libéral dirigé par les États-Unis. Au cours des 3 dernières décennies, l'Occident a supposé que la démocratie, le capitalisme et la laïcité étaient les aboutissements inévitables du développement humain. Mais cette hypothèse repose toujours sur des fondations fragiles. Il a ignoré le fait que les gens ont besoin de sens, qu'ils ont besoin de communauté, qu'ils ont besoin de croire en quelque chose au-delà du consumérisme et de l'individualisme. Et quand ce sens s'effondre comme c'est le cas pour tant de jeunes Européens, les gens ne restent pas là. Ils recherchent des alternatives. Parfois, ces alternatives sont bénignes. Parfois, ce n'est pas le cas. La montée de l'islam en Espagne n'est qu'un symptôme de cette crise plus large. Nous observons des tendances similaires à travers le déclin du christianisme en Europe, la montée de l'évangélisme aux États-Unis et la résurgence du paganisme en Scandinavie. Ce ne sont pas des phénomènes isolés. Ils s'inscrivent dans un réalignement mondial accéléré par le déclin de la puissance américaine et la montée de nouveaux centres d'influence. La question n'est pas de savoir si ce réalignement aura lieu, c'est déjà le cas. La question est de savoir si l'Occident a la sagesse de s'y retrouver sans se déchirer. Alors que devons-nous faire ? Premièrement, nous devons cesser de prétendre qu'il s'agit uniquement d'immigration ou de diversité culturelle. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de l'échec du modèle occidental à apporter du sens, de la stabilité et un sentiment d'appartenance. Deuxièmement, nous devons reconnaître que la concurrence entre grandes puissances ne concerne pas seulement les chars et les accords commerciaux. Il s'agit d'idées, de récits et d'identité. La Russie et la Chine le comprennent. L'Occident, malgré tous ses discours sur le soft power, l'a oublié. Troisièmement, nous devons cesser de sous-traiter notre sécurité aux États-Unis. L'Europe doit développer sa propre autonomie stratégique non pas pour abandonner l'OTAN, mais pour garantir que ses intérêts ne soient pas absorbés par ceux de Washington. Et enfin, nous devons avoir une conversation honnête sur ce que signifie être Européen au XXIe siècle. Est-ce une question de sang et de terre ? Est-ce une question de valeur ?
Ou s'agit-il de toute autre chose? Laissez-moi vous laisser avec cette pensée. La dernière fois que l'Europe a connu un changement religieux d'une telle ampleur, c'était pendant la Réforme protestante. Ce bouleversement a remodelé le continent, a conduit à des siècles de guerre et a finalement donné naissance à l'État-nation moderne. Nous vivons aujourd'hui un moment similaire. La différence est que cette fois, le défi ne vient pas du christianisme. Cela vient de l'extérieur, d'une foi à la fois diabolisée et romancée, mais rarement comprise. Et si nous ne commençons pas à le comprendre dès maintenant, si nous ne commençons pas à nous attaquer aux crises plus profondes qui poussent les jeunes Européens dans ses bras, nous serons aveuglés par les conséquences. Le gouvernement SICH peut continuer à publier ses recensements. Les médias peuvent continuer à traiter cela comme une curiosité. Mais le reste d'entre nous? Nous devons nous réveiller. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. Il s'agit de l'avenir de l'Europe. Et cet avenir s'écrit en ce moment même, dans les conversions tranquilles des jeunes siars qui ont renoncé à l'Occident. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce changement religieux ne se produit pas dans le vide, il se déroule dans le contexte d'un tremblement de terre géopolitique qui remodèle l'équilibre des pouvoirs d'une manière que nous n'avons pas vue depuis la guerre froide. Et si nous n'y prenons pas garde, la discrète renaissance islamique de l'Espagne pourrait devenir une vulnérabilité stratégique pour l'OTAN, un point de pression pour la Russie et un enjeu pour une Europe qui a déjà du mal à définir sa place dans le monde. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Lorsque nous parlons de l'islam en Europe, la conversation est généralement détournée par deux, soit il est présenté comme une menace existentielle pour la civilisation occidentale, soit il est rejeté comme un phénomène marginal qui disparaîtra avec l'assimilation. Aucun de ces récits ne reflète la réalité. La vérité inconfortable est que l'attrait croissant de l'islam parmi les siars et les Européens en général n'est pas seulement une curiosité culturelle. Il s'agit d'une ligne de fracture géopolitique que nos adversaires exploitent déjà. Prenez la Russie, par exemple. Moscou a passé la dernière décennie à se positionner comme le défenseur du christianisme traditionnel contre un Occident décadent et laïque. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Le véritable jeu du Kremlin est bien plus sophistiqué. Il ne s'agit pas seulement du christianisme orthodoxe, il s'agit également de militariser l'identité religieuse elle-même. En 2015, lorsque la Russie est intervenue en Syrie, elle n'a pas seulement soutenu le régime d'Assad. Il a également cultivé des liens avec des religieux sunnites, notamment des personnalités comme le cheikh Ahmad Badreddin Hassoun, le grand mufti de Syrie, qui a salué Poutine comme un protecteur des musulmans. Avance rapide jusqu'en 2022, où les médias d'État russes amplifiaient les histoires sur les musulmans européens persécutés par les gouvernements occidentaux, présentant Moscou comme un allié plus fiable pour les communautés islamiques que Bruxelles ou Washington. Ce n'est pas seulement de la propagande. C'est une stratégie à long terme. Depuis des années, la Russie renforce discrètement son influence au sein des communautés musulmanes d'Europe, en particulier dans les Balkans, où elle entretient des liens historiques profonds avec les musulmans slaves. En Bosnie, par exemple, Moscou a financé des centres culturels islamiques, octroyé des bourses aux étudiants et même formé des imams. Le but ? Créer un réseau de voix pro-russes au sein des populations musulmanes d'Europe, des voix qui peuvent être activées en cas de besoin pour saper l'unité occidentale. Maintenant, vous pensez peut-être que ce sont les Balkans. L'Espagne est différente. Et vous auriez raison jusqu'à un peu près. Mais la même dynamique est en jeu. En 2019, les agences de renseignement SICH ont fait part de leurs inquiétudes concernant les ING et les médias liés à la Russie ciblant les communautés musulmanes de Catalogne et d'Andalousie, des régions comptant d'importantes diasporas nord-africaines. Le message n'était pas ouvertement pro-Poutine. Il présentait la laïcité espagnole comme une forme d'effacement culturel, mettait en avant les deux poids, deux mesures de l'Occident à l'égard de la Palestine et présentait la Russie comme un pays qui respecte l'islam. L'objectif n'était pas de transformer les siars en djihadistes. Il s'agissait de les amener à remettre en question leur allégeance à l'Occident et à l'OTAN en particulier. C'est ici que cela devient encore plus compliqué. La Russie n'est pas le seul acteur dans ce jeu. La Turquie, sous Erdogan, poursuit une stratégie similaire, mais avec une tournure différente. Ankara se considère comme le leader du monde musulman et utilise son soft power pour étendre son influence en Europe. La Diyanet, la direction turque des affaires religieuses,
contrôle des milliers de mosquées à travers le continent, y compris en Espagne. En 2020, le gouvernement Sisi a discrètement expulsé plusieurs imams turcs pour avoir prétendument diffusé de la propagande politique. Mais le mal était déjà fait. Les mosquées de Diyanet ne se contentent pas de prêcher la religion, elles promeuvent une version de l'islam profondément liée au nationalisme turc. Et pour les jeunes siars désillusionnés par leur propre pays, cela peut être un puissant attrait. Ensuite, il y a la Chine. L'approche de Pékin est moins axée sur la religion que sur le contrôle. Le Parti communiste chinois a clairement indiqué qu'il considérait l'islam comme une menace potentielle pour son autorité, notamment au Xinjiang. Mais il est également parfaitement conscient de la manière dont l'islam peut être utilisé comme outil d'influence à l'étranger. En 2017, la Chine a lancé la « route de la soie numérique » de l'initiative « La ceinture et la route », qui comprend des investissements dans les pays et les communautés islamiques. L'objectif n'est pas de propager l'islam, mais de créer des dépendances économiques qui peuvent être exploitées à des fins politiques. Et si cela signifie se rapprocher des musulmans européens lorsque cela sert les intérêts de Pékin, qu'il en soit ainsi. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'Espagne et pour l'Europe ? Cela signifie que la montée de l'islam en Occident n'est pas seulement une question intérieure. C'est un défi pour la sécurité nationale. Et si nous ne commençons pas à le traiter comme tel, nous allons payer un lourd tribut. Parlons des implications militaires. Le flanc sud de l'OTAN a toujours été vulnérable. La Méditerranée est une autoroute de migration, de contrebande et de terrorisme. Mais la véritable menace ne réside pas seulement dans les mouvements physiques des personnes, ce sont aussi les courants idéologiques qui les accompagnent. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique a tenté d'exploiter les mouvements de gauche en Europe occidentale pour saper l'OTAN. Aujourd'hui, la Russie, la Turquie et même la Chine tentent de faire la même chose avec l'islam. La différence est que cette fois, ils n'ont pas besoin d'infiltrer l'Europe de l'extérieur. Ils peuvent travailler avec les convertis, les mécontents, les jeunes Européens qui se sentent étrangers à leur propre société. Et ils n'ont pas besoin d'en faire des espions ou des saboteurs. Il leur suffit de leur faire se demander si les intérêts de leur pays s'alignent sur ceux de l'OTAN. Prenons le cas de l'armée Sisi. En 2021, un rapport du ministère de la Défense de Sisi avertissait que la radicalisation au sein des forces armées constituait une préoccupation croissante. Non pas parce que des soldats rejoignaient l'EI, mais parce que certains commençaient à sympathiser avec les discours anti-occidentaux, y compris ceux poussés par des acteurs étrangers. Le rapport mentionne spécifiquement le risque d'une infiltration idéologique via les réseaux sociaux, où les organes de propagande russes et turcs ciblent les jeunes siars avec des messages sur l'hypocrisie occidentale et la nécessité d'un monde multipolaire. Ce n'est pas seulement théorique. En 2018, un soldat Sisi a été arrêté pour avoir prétendument planifié une attaque terroriste inspirée par l'État islamique. Mais la menace la plus insidieuse est la lente érosion de la confiance au sein des militaires, des soldats qui ne voient plus l'OTAN comme une force du bien, mais comme un instrument de l'hégémonie américaine. Et si ce sentiment se répandait, cela pourrait compromettre la capacité de l'Espagne à contribuer à la défense collective. La même logique s'applique aux agences de renseignement. En 2020, le Centre national de renseignement Sisi a averti que des acteurs étrangers utilisaient les communautés islamiques comme couverture pour l'espionnage. Mais la plus grande préoccupation est le changement de loyauté à long terme. Si davantage de siars se convertissent à l'islam et adoptent une vision du monde sceptique à l'égard de l'Occident, il deviendra plus difficile pour les agences de renseignement de recruter des agents au sein de ces communautés. Et si ces communautés sont courtisées par la Russie ou la Turquie, cela crée une potentielle cinquième colonne, une colonne qui n'est pas nécessairement hostile, mais qui n'est plus totalement alignée sur les intérêts occidentaux. Maintenant, je ne dis pas que chaque musulman Sisi est un agent dormant potentiel. C'est absurde. Mais je dis que le paysage géopolitique est en train de changer et que nous devons nous adapter. L'Occident a passé des décennies à supposer que sa domination culturelle était inattaquable. Ce n'est plus vrai. Et si nous ne commençons pas à prendre cela au sérieux, nous allons nous réveiller un jour et réaliser que notre soft power s'est érodé et que notre hard power ne suffit plus à compenser. Alors quelle est la solution ? Premièrement, nous devons cesser de traiter l'islam en Europe comme un monolithe. Il existe autant de versions de l'islam que de musulmans, et nous devons nous intéresser à celles qui sont compatibles avec la démocratie libérale.
Cela signifie soutenir les imams modérés, financer des programmes d'études islamiques dans les universités et créer des espaces de dialogue, non seulement entre musulmans et non-musulmans, mais aussi entre les différentes communautés musulmanes elles-mêmes. Deuxièmement, nous devons contrer les discours poussés par la Russie, la Turquie et la Chine. Cela ne veut pas dire lancer une guerre de propagande. Cela signifie offrir une alternative convaincante, une vision de l'Europe inclusive, dynamique et ancrée dans des valeurs partagées. Et oui, cela implique de reconnaître les échecs du colonialisme, du racisme et de l'hypocrisie de l'Occident sur des questions comme la Palestine. Vous ne pouvez pas gagner les cœurs et les esprits si vous refusez d'admettre que votre équipe a commis des erreurs. Troisièmement, nous devons renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe. Cela signifie investir dans nos propres capacités de défense, réduire notre dépendance à l'égard des États-Unis et élaborer une politique étrangère qui reflète nos intérêts, et pas seulement ceux de Washington. Et cela signifie avoir une conversation honnête sur ce que représente l'Europe. Est-ce un club chrétien? Un projet laïque? Ou toute autre chose? Parce que si nous ne le définissons pas, quelqu'un d'autre le fera. Enfin, nous devons reconnaître qu'il ne s'agit pas uniquement de l'Espagne. Il s'agit de l'avenir de l'Europe. Et si nous n'agissons pas maintenant, nous allons nous retrouver dans un monde où nos adversaires auront plus d'influence que nous sur nos propres citoyens. Ce n'est pas un fantasme dystopique. C'est la réalité dans laquelle nous vivons déjà. Laissez-moi vous laisser avec ceci. En 1979, la révolution iranienne a provoqué une onde de choc en Occident. Il ne s'agissait pas seulement de la chute du Shah. Il s'agissait du pouvoir de la religion de mobiliser les gens d'une manière que les idéologies laïques ne pouvaient pas faire. Aujourd'hui, nous assistons à une dynamique similaire en Europe, mais au ralenti. Les conversions, les désillusions, la recherche de sens, ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont les symptômes d'une crise plus profonde, que nos adversaires exploitent déjà. La question: allons-nous nous réveiller à temps? Ou allons-nous continuer à prétendre qu'il s'agit simplement d'immigration, d'intégration, ou de tout autre mot à la mode qui nous permet d'éviter les dures vérités? Parce que si nous ne commençons pas à nous attaquer aux causes profondes de ce changement et aux forces géopolitiques qui l'amplifient, nous allons nous retrouver dans une Europe très différente de celle que nous pensions connaître. Et d'ici là, il sera peut-être trop tard pour faire quoi que ce soit. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cela ne se produit pas seulement dans l'ombre. Cela se joue au cœur des institutions politiques espagnoles, et la réponse de l'establishment a été, au mieux, ignorante, au pire, dangereusement contre-productive. Prenons le cas des élections andalouses de 2023, où Vox, le parti d'extrême droite, a fait de l'islamophobie un pilier central de sa campagne. Leur rhétorique consistait en des avertissements concernant l'islamisation, des craintes de voir la charia s'infiltrer dans les tribunaux de Sich, et les habituels propos alarmistes à propos de la viande halal dans les cafétérias des écoles. Mais voici le problème, plus Vox s'en prenait à l'islam, plus les conversions à l'islam semblaient augmenter en réponse. C'est presque comme si l'existence du parti était un outil de recrutement pour ce à quoi il prétend s'opposer. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La classe politique espagnole a passé les 2 dernières décennies à traiter l'islam comme un problème à gérer et non comme une réalité à comprendre. Le plan de citoyenneté et d'intégration de 2015 en était un parfait exemple, bureaucratique, imposé d'en haut et totalement déconnecté des expériences vécues par les musulmans sikhs. Il traitait l'islam comme une importation étrangère, quelque chose à intégrer, plutôt que comme une foi qui faisait déjà partie de l'histoire de l'Espagne depuis des siècles. Le message était le suivant: vous pouvez être sikh ou vous pouvez être musulman, mais vous ne pouvez pas être les deux. Et quand les gens entendent cela, ils commencent à se poser des questions. Pourquoi devrais-je choisir? Pourquoi mon identité est-elle surveillée? Et si l'État me considère comme un problème, où puis-je trouver mon appartenance? C'est là que la dimension politique intérieure devient vraiment intéressante. La gauche sikh, malgré toute sa rhétorique progressiste, est tout aussi coupable de cette myopie. Podemos, par exemple, s'est prononcé en faveur de la défense des communautés musulmanes contre les attaques de l'extrême droite, mais il s'est également montré réticent à s'engager dans l'islam en tant que force politique à part entière. Lorsque le chef du parti, Pablo Iglesias, a été interrogé en 2020 sur l'augmentation des conversions, sa réponse a été:
nous devons nous concentrer sur la justice économique, et non sur l'identité religieuse. C'est un sentiment noble, mais il ignore le fait que pour de nombreux siars, la religion n'est pas seulement une croyance personnelle, c'est un cadre permettant de comprendre la justice, la résistance et même la révolution. Vous ne pouvez pas séparer les deux. L'establishment politique espagnol, du Partido Popular de centre-droit au PSOE social-démocrate, n'a pas de stratégie cohérente pour faire face à ce changement parce qu'il refuse de reconnaître la profondeur de la crise. Ils partent toujours du principe que la laïcité est la norme, que la religion est une relique du passé et que s'ils ignorent simplement les conversions, le problème disparaîtra. Mais ce ne sera pas le cas. En fait, cela se métastase déjà en quelque chose de beaucoup plus complexe. Prenons le cas des élections régionales de Madrid de 2021. Isabel Díaz Ayuso, l'étoile montante du PP, a mené une campagne qui portait ostensiblement sur la « liberté » et la « défense des valeurs siches », mais son message était mêlé de sifflets sur les « idéologies étrangères » et les « menaces contre notre mode de vie ». Le résultat ? Une victoire écrasante du PP, mais aussi une légère augmentation de la fréquentation des mosquées dans les quartiers populaires comme Valca et Usera. Les gens qui se sentaient visés par la rhétorique d'Ayuso ne se sont pas tournés vers la gauche pour obtenir des réponses, ils se sont tournés vers la foi. Et pourquoi pas ? Lorsque l'État vous traite comme un suspect, la religion offre un espace où vous n'êtes pas seulement toléré, mais accueilli. Parlons maintenant des projections de scénarios. Si les tendances actuelles se poursuivent, nous envisageons 3 avenirs possibles pour l'Espagne, chacun ayant de profondes implications géopolitiques. Le premier scénario est ce que j'appelle le « modèle français », une guerre culturelle au ralenti dans laquelle l'État renforce la laïcité, interdit les symboles religieux dans les espaces publics et traite l'islam comme une menace pour la sécurité. Cela se produit déjà dans des pays comme la Catalogne, où le gouvernement régional a adopté des lois restreignant la construction de mosquées et interdisant le port du hijab dans les écoles. Le problème ? Ça ne marche pas. La France a essayé cela pendant des décennies, et tout ce qu'elle a fait, c'est radicaliser une génération de jeunes musulmans qui ont le sentiment de n'avoir aucun intérêt dans le système. Si l'Espagne s'engage dans cette voie, nous verrons la même dynamique se jouer ici, plus de conversion, plus d'aliénation, à terme, plus de radicalisation. Et n'oublions pas que l'Espagne a sa propre histoire de djihadisme local. Les attentats à la bombe dans les trains de Madrid en 2004 ont été perpétrés par une cellule composée majoritairement de convertis siches. Le modèle français n'empêche pas la radicalisation, il l'accélère. Le deuxième scénario est le « modèle britannique », une sorte de coexistence difficile où l'islam est toléré mais jamais véritablement accepté. Le Royaume-Uni compte une communauté musulmane importante et bien établie, mais on y a également vu la montée de groupes d'extrême droite comme la Ligue de défense anglaise et la normalisation de la rhétorique islamophobe dans la politique dominante. Le résultat ? Une société profondément polarisée, où les musulmans sont à la fois hypervisibles et politiquement marginalisés. Si l'Espagne suit cette voie, nous verrons une communauté musulmane similaire, économiquement intégrée mais culturellement ghettoisée, avec toutes les tensions qui en découlent. Et soyons clairs, il ne s'agit pas seulement de stabilité intérieure. Une Espagne polarisée est une Espagne faible, vulnérable aux manipulations extérieures, qu'il s'agisse des pays du Golfe qui financent des mosquées ou des campagnes de désinformation russes qui amplifient les divisions. Le troisième scénario est le « modèle turc », une intégration plus organique dans laquelle l'islam devient une partie reconnue du tissu politique et culturel espagnol. Cela ne signifie pas théocratie, mais cela signifie reconnaître que la communauté musulmane d'Espagne est là pour rester et que ses valeurs justice, solidarité, résistance à l'oppression peuvent en réalité renforcer la démocratie siche plutôt que de la miner. C'est la voie qu'ont empruntée des pays comme le Maroc et la Tunisie, où l'islam est une source d'identité nationale plutôt qu'une menace pour celle-ci. Le défi pour l'Espagne est de savoir si sa classe politique aura l'imagination nécessaire pour adopter ce modèle. Pour l'instant, les signes ne sont pas prometteurs. Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cela pourrait se dérouler. En 2022, le gouvernement siche a adopté une loi interdisant le « financement étranger » des mosquées, apparemment pour prévenir la radicalisation. Le problème ? La loi était formulée de manière si vague qu'elle pourrait s'appliquer à toute mosquée recevant des dons de l'étranger, y compris de pays comme le Maroc, qui entretient des liens historiques profonds avec la communauté musulmane espagnole.
Le résultat ? Une réaction violente de la part des musulmans sikhs qui considéraient la loi comme une attaque contre leur foi, et un exode discret des jeunes vers des réseaux islamiques plus conservateurs qui opèrent en dehors du contrôle de l'État. C'est ainsi que vous créez une prophétie autoréalisatrice. L'État réprime l'influence étrangère, et, ce faisant, pousse les gens vers les groupes mêmes qu'ils tentent de réprimer. Maintenant, c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. La montée de l'islam en Espagne n'est pas seulement un problème national, c'est un problème géopolitique, et il remodèle déjà la politique étrangère du pays d'une manière que la plupart des analystes n'ont pas encore pleinement comprise. Prenez la relation de l'Espagne avec le Maroc. Pendant des décennies, l'Espagne a traité le Maroc comme un partenaire junior, un pays avec lequel il fallait gérer plutôt que s'engager sur un pied d'égalité. Mais le roi Mohamed VI du Maroc joue un jeu de longue haleine. Il se positionne comme un défenseur des musulmans d'Europe, finançant des mosquées, des bourses et des centres culturels à travers le continent. Et il a été particulièrement actif en Espagne, où la diaspora marocaine est l'une des plus importantes d'Europe. En 2021, lorsque l'Espagne a autorisé le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, à recevoir des soins médicaux dans un hôpital de Sich, le Maroc a réagi en militarisant la migration, en ouvrant les vannes et en permettant à des milliers de migrants de traverser la frontière vers Ceuta. Mais voici ce que la plupart des analystes estiment que le Maroc ne se contentait pas de punir l'Espagne, il envoyait un message à la communauté musulmane espagnole. Le message était « Nous pouvons vous protéger, ou nous pouvons vous abandonner. Et si vous n'aimez pas la façon dont l'Espagne vous traite, rappelez-vous qui sont vos véritables alliés. » C'est ainsi que fonctionne le soft power au XXIe siècle. Il ne s'agit pas de chars et de bombes, mais d'identité, d'appartenance et d'érosion silencieuse de la loyauté. Et le Maroc n'est pas le seul acteur dans ce jeu. Le Diyanet turc, l'autorité religieuse de l'État, étend son influence en Espagne, en proposant des imams, du matériel pédagogique et un soutien financier aux mosquées. Les États du Golfe, notamment l'Arabie saoudite et le Qatar, ont également été actifs en finançant des centres islamiques et des programmes culturels. Et n'oublions pas l'Iran, qui a discrètement noué des liens avec la communauté musulmane chiite d'Espagne, notamment dans des villes comme Madrid et Barcelone. La réponse du gouvernement sikh ? Un mélange de déni et de contre-mesures maladroites. En 2020, le ministère de l'Intérieur a lancé un programme appelé « Prévenir », calqué sur la stratégie britannique de lutte contre la radicalisation. L'objectif était d'identifier et de « déradicaliser » les extrémistes potentiels. Le problème ? Le programme était si vaste qu'il a fini par cibler les musulmans ordinaires, y compris les convertis qui n'avaient aucun lien avec l'extrémisme. Le résultat ? Plus d'aliénation, plus de méfiance et davantage de personnes se tournant vers des réseaux alternatifs pour obtenir du soutien. Voilà en quoi consiste la classe politique espagnole qui sombre dans une crise. Il traite la montée de l'islam comme un problème de sécurité, alors qu'il s'agit en réalité d'un problème culturel et géopolitique. Et plus ils l'ignoreront, plus les acteurs extérieurs auront d'influence sur la communauté musulmane espagnole. Il ne s'agit pas seulement de conversion, il s'agit de l'avenir de l'identité sikh et de la question de savoir si l'Espagne restera une nation cohésive et souveraine ou si elle se divisera selon des clivages religieux et culturels. Alors, quelle est la voie à suivre ? Premièrement, l'Espagne doit cesser de considérer l'islam comme une menace et commencer à le traiter comme une réalité. Cela signifie s'engager avec les communautés musulmanes en tant que partenaires et non en tant que suspects. Cela signifie reconnaître que l'islam fait déjà partie de l'histoire de l'Espagne d'Al-Andalus au Morisque et qu'il peut faire partie de l'avenir de l'Espagne. Deuxièmement, l'Espagne doit développer une politique étrangère qui reflète ses réalités intérieures. Cela signifie s'engager avec le Maroc, la Turquie et les États du Golfe non seulement en tant que partenaires économiques, mais aussi en tant qu'acteurs culturels et religieux. Et troisièmement, l'Espagne doit cesser de confier ses efforts de lutte contre la radicalisation à des modèles étrangers qui ne fonctionnent pas. L'approche française a échoué. L'approche britannique a échoué. Il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Laissez-moi vous laisser avec cette pensée. En 2017, une jeune convertie de Sikh nommée Laura Garcia a été arrêtée en Syrie, où elle avait rejoint l'État islamique. Son histoire a fait la une des journaux, mais ce que la plupart des gens n'ont pas réalisé, c'est qu'elle n'était pas une exception, elle était un symptôme.
Un symptôme d'une société qui n'avait pas réussi à lui donner un sentiment d'appartenance, un but ou un avenir. Et si l'Espagne ne commence pas à s'attaquer aux causes profondes de cette aliénation, il y aura d'autres Laura Garcia. Non pas parce que l'islam est intrinsèquement radical, mais parce que lorsque les gens sentent qu'ils n'ont aucun intérêt dans le système, ils cherchent un sens partout où ils peuvent le trouver. La question est, l'Espagne se réveillera-t-elle à temps? Ou va-t-il continuer à prétendre qu'il ne s'agit que d'immigration, d'intégration, ou de tout autre mot à la mode qui lui permet d'éviter les dures vérités? Car si elle n'agit pas maintenant, l'Espagne de 2050 pourrait être très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Et d'ici là, il sera peut-être trop tard pour faire quoi que ce soit.